Bonsoir à tous, donc bienvenue, je suis très heureux de vous avoir ce soir dans le cadre de ce webinaire pour écouter Yomi Pharma nous présenter leur activité. Donc je suis Julien Giedebin, je suis le directeur de Capital Sale pour la France. Je suis à la fois en charge d'identifier les bons projets et d'animer toute la communauté des investisseurs sur le territoire français. Et aujourd'hui, donc, Yomi va nous présenter un projet qui est en campagne bien avancée maintenant, puisque c'est une campagne qui marche plutôt bien. L'équipe, je vous laisse vous présenter tour à tour. Bah, avec plaisir. Moi, je vais commencer. Donc, moi, je suis Camille Granet, je suis la CEO de Yomi Pharma, donc sa présidente. Je suis docteur en biologie. J'ai aussi complété ma formation avec des formations plus orientées business. Et j'ai porté, en fait, ce projet du lit académique jusqu'à la création de la société et maintenant devant vous aujourd'hui. Ok, je vais prendre le relais. Donc, bonjour à tous, je suis Sébastien Rico, je suis le directeur des opérations du YOMI. Donc, je suis également avec une formation en biologie, un doctorat en biologie, il y a un petit peu plus de temps que Camille. J'ai rejoint Camille au démarrage de la société, après un parcours d'une vingtaine d'années dans le domaine de la santé et de la génomique, en particulier de la génomique bovine, puisque autour de la table, on a des gens où on s'est connus dans cette aventure-là. Voilà. Donc, bonsoir à tous, moi je m'appelle Lucas Couturier, je suis un ingénieur diplômé et j'ai rejoint Yomi en tant que doctorant en chiffres il y a presque un an maintenant. Et moi mon travail c'est d'identifier et d'étudier les mécanismes d'action de notre candidat médicament. Bonsoir à tous. Donc, moi, je prends le relais après Lucas. Donc, moi, je suis Thomas Naves. Je suis ingénieur de recherche dans l'équipe INSERM U1308 Capture qui a la chance d'héberger Yomi Pharma. Je suis co-directeur de thèse, donc du coup, avec Yomi Pharma, de la thèse de Lucas. J'ai également un doctorat en sciences de la vie et de la santé. Ma spécialité, c'est la biologie cellulaire et la biologie moléculaire. Et rapidement, la sortilline qui est devenue l'objet d'étude et qui a brillamment amené à Yomi Pharma. Donc je suis très heureux ce soir de pouvoir faire profiter la communauté Capital Cell de notre savoir-faire et de vous apporter une solution qui est innovante. Merci à vous. Voilà. Merci pour cette introduction. Je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous laisse présenter le projet, l'équipe. Mmh. Avec plaisir. Bah, si on est là, en fait, devant vous aujourd'hui et si on est autant autour de la table, c'est parce qu'on a voulu mettre l'accent sur l'équipe, les hommes et les femmes derrière Yomi, en tout cas la femme, les hommes derrière Yomi. Et en fait, on voulait commencer ce webinaire avec notamment Thomas, une présentation de Thomas. Il est quand même à l'origine de l'ensemble des résultats qui ont abouti à Yomi aujourd'hui. Il m'a encadré pendant ma thèse, qui remonte déjà maintenant à quasiment une petite décennie, donc ça commence à remonter. Donc on voulait lui laisser parler de la jeunesse, comment on en est arrivé là avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ça vous permettra aussi de mieux cerner l'histoire derrière notre société et où on a envie d'aller ensemble. Ben, merci Camille pour cette introduction et merci aussi pour cette chance et merci à Capital Cell de nous donner une fois de plus cette opportunité. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai une certaine appétence pour la biologie cellulaire et notamment l'oncologie et tous les mécanismes qui amènent à l'oncologie, parce que je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous tristement touchés, de près ou de loin, et que c'est une maladie qui est injuste et que nous menons et nous œuvrons dans notre communauté à essayer de combattre. Donc, effectivement, quand on parle de cancer, il faut imaginer cette cellule cancéreuse. Cellule cancéreuse, c'est quoi? C'est une machine folle qui déraille un petit peu et qui perd toute possibilité de s'arrêter et qui ignore complètement en fait les signaux des autres cellules qui lui disent qu'elle devrait s'arrêter pour pas que ça dégénère. Et nous, on œuvre, de par nos formations, à trouver le talon d'Achille de ces cellules pour arriver à enrayer la machinerie. Et il est vrai que dans ce contexte, après ma thèse, donc au cours de mes post-docs dans l'équipe INSERM Capture, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai œuvré à travailler sur une protéine qu'on appelle la sortilline. Donc, j'ai travaillé sur cette protéine pendant une grosse quinzaine d'années et il est vrai, et de manière très honnête, que personne ne s'est réellement intéressé à cette protéine du côté des cancers. C'est-à-dire qu'on connaissait des rôles dans d'autres pathologies, mais jamais ça pouvait être connu, et encore moins sur les capacités de cette protéine à pouvoir freiner du coup les tumeurs.
Et pourtant, ben, au cours de ces travaux, ce qui a été décisif, hein, ça a été aussi d'encadrer Camille pendant sa thèse. Ça a été une réelle chance pour nous. Et c'est vrai qu'on s'est concentré ben, avec Camille sur les fonctions de la sortilline, et notamment dans le contexte donc, des cancers bronchiques. Et on a assisté à quelque chose qui était mais alors complètement inattendu. C'est-à-dire que la sortilline, eh bien, elle bloque la prolifération des cellules cancéreuses. C'était comme si, en fait, bien, dans notre boîte à outils ben, biologique, on découvrait soudainement ben, un levier caché qui était capable de stopper la machine. Et donc, nous avons pu relier donc, l'expression de la sortilline à un meilleur pronostic chez les patients qui étaient atteints d'un cancer bronchique. Et notamment, ben, on l'a relié directement à un bénéfice réel sur la survie de ces derniers. Donc, faut imaginer qu'à ce moment-là, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, bon, ben, ok, on vit une aventure incroyable. Et OK, et si on arrivait à, ben, à concentrer ce pouvoir de la sortilline et en faire ben, un médicament. Donc là, ben, nous avons fabriqué un petit fragment de la protéine qu'on appelle un peptide. Et ce peptide, eh bien, c'est un peu comme une clé sur mesure qui va ben, reproduire parfaitement l'effet de la sortilline et son effet donc antitumoral, mais de façon plus simple et de façon plus précise. Donc, résultat, eh bien, les cellules tumorales au laboratoire, eh bien, quand on confrontait ce peptide, les cellules tumorales elles s'arrêtaient net et elles mouraient. Donc, imaginez toute la perspective de ce peptide. Donc, ben, cette découverte, évidemment, nous l'avons brevetée parce qu'elle ouvre une porte vers quelque chose qui est beaucoup plus grand, à une nouvelle manière de traiter les cancers du poumon. Ben, ce qui a nourri, ben, d'une part, l'esprit de Camille à porter le projet de la création du Yomi Pharma et qui motive, imaginez, les petits étudiants, bon, futurs chercheurs comme Lucas, à œuvrer au quotidien, à se lever le matin avec un but précis d'apporter une réelle chance à des patients qui aujourd'hui, malheureusement, peuvent être en échec thérapeutique. Et c'est vrai que cette histoire, elle est d'autant plus belle que j'ai encadré Camille effectivement sur sa thèse, qu'elle a vu et elle a reçu beaucoup de prix, et ça c'était un honneur pour nous, notamment un prix de thèse, hein. Quand même, faut quand même féliciter, ça a été reconnu à l'université par les pairs. Et dans cette histoire, eh bien, ça montre que la science, parfois on cherche une réponse et on trouve une surprise. Et parfois, en fait, un détail inattendu, comme là aujourd'hui, ben, la sortilline, par exemple, se révèle être une piste immense à la base d'une grande aventure humaine. Et là, ben, cette petite protéine, presque oubliée, en fait, qu'est la sortine, et oubliée dans le monde de la thérapeutique, notamment en cancer, ben, s'est transformée en un allié qui est insoupçonné. Et ça, ben, c'était une aventure scientifique que j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur, donc avec les travaux de Camille, et aujourd'hui, eh bien, comme cofondateur, expert scientifique à Yomi Pharma, et ça anime donc notre quotidien. On est toujours, on va dire, ravis de pouvoir discuter autour et vraiment vraiment de se sentir utile pour apporter une solution, malheureusement, à des gens qui, aujourd'hui, les échecs thérapeutiques font face à appauvrir malheureusement leurs chances. Donc, merci une fois de plus de m'avoir écouté sur ce petit speech et avoir convaincu notre auditoire de ce pouvoir, de ce potentiel que représente la sortilline et ce peptide. Merci beaucoup. Top, merci Tom. Du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet après cette intro qui a pu vous permettre d'avoir au moins quelques notions en tête avant de pouvoir vous présenter le deck en bonne et due forme. Sébastien, je te laisse le partager. Oui, j'arrive, je cherche comment on partage. Le bouton partager, je dirais. Oui, tu le vois toi? Oui, oui. Au milieu, en bas. Le gros bouton. Parfait. Du coup, vous voyez mon écran? Ouais, tout va bien. À toi de jouer. Bon, bah, du coup, aujourd'hui, c'était l'occasion de vous présenter Yomi Pharma. On l'a dit, on est une jeune biotech. On est basé à Limoges. On est basé au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Limoges. On a été créé en octobre 2023, donc on va bientôt fêter notre deuxième bougie. Et on développe une thérapie ciblée qui repose sur cette fameuse protéine, la sortilline, dans un contexte de cancer du poumon et plus précisément de résistance au cancer du poumon. Le cancer du poumon est une pathologie qui nous touche tous de près ou de loin. Dans le monde, on compte 1 800 000 décès par an. Il y a plus de 2 500 000 nouveaux cas, une survie à 5 ans qui est relativement faible, c'est-à-dire que 5 ans après le diagnostic du patient, il n'y a que 5% des patients qui sont malheureusement toujours en vie. Ça s'explique par un diagnostic qui se fait
généralement à des stades avancés de la maladie. Ce qui est aussi important de noter, on parle souvent de l'épidémiologie, donc de ces chiffres, mais on parle peu du coût que ça peut avoir pour la société. Si on se concentre sur notre territoire, la France, le coût du cancer du poumon est estimé à 25 000 euros par patient et par an. Donc c'est un coût pour la société qui est absolument colossal quand on parle de coût environné. Et lorsqu'on parle de cancer du poumon, en fait, c'est une erreur. Il serait plus juste de dire les cancers du poumon. Il en existe plein de types et sous-types. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails médicaux ici, mais il faut savoir que le sous-type majoritaire, c'est celui qui présente des mutations sur un oncorécepteur particulier qui s'appelle l'EGFR. Le GFR, il est à la membrane des cellules et lorsqu'il est muté, il conduit à la prolifération anarchique des cellules et donc à la progression de la tumeur. Et ces mutations EGFR, ce ne sont clairement pas des cas isolés. Dans notre population caucasienne, donc en Europe, aux États-Unis notamment, on estime qu'il y a 15% de cette population qui présente des EGFR mutés. En Asie, c'est près de 1 patient sur 2. Ce qui veut dire que le GFR, maintenant et depuis une grosse vingtaine d'années, représente la cible principale des thérapies ciblées dans le cancer du poumon. Et donc, un marché qui est très important. Lorsqu'on parle donc de patients qui ont un cancer du poumon, ils suivent différentes lignes thérapeutiques. En première ligne, c'est-à-dire le premier traitement dont ils vont pouvoir bénéficier, ce sont donc une thérapie ciblée qui, comme son nom l'indique, cible spécifiquement le GFR. Aujourd'hui, le traitement de référence, c'est l'osimertinib, commercialisé par AstraZeneca. Il fonctionne bien, même plutôt très bien, mais au bout de 19 mois, le patient récidive. La tumeur récidive, le patient progresse à nouveau en raison de phénomènes de résistance qui se mettent en place. En seconde ligne de traitement, il y a soit des chimiothérapies, somme toute assez classiques, soit d'autres cycles de thérapie ciblée, mais au bout du compte, la survie médiane est aux alentours de 3 ans. Ce qui fait qu'on a à notre disposition, à la disposition des médecins, des molécules qui fonctionnent bien. Mais en raison de phénomènes de résistance, ne fonctionnent plus. Et ces phénomènes de résistance peuvent être de nouvelles mutations sur le GFR qui grèvent totalement l'effet des traitements. Et en fait, ces mutations, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans le passé, on le voit que leur nature a tendance à bouger. Maintenant, on est dans une optique où il y a de plus en plus de résistances qu'on appelle non classiques, qui sont rares et qui apparaissent chez les patients. Sauf que les thérapies ciblées, somme toute assez classiques, ciblent spécifiquement des mutations classiques. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on est dans un espèce de paysage où en fait toute une frange de la population n'a plus accès à des thérapies qui sont efficaces. Donc il est important, et ça représente un besoin médical fort, d'avoir une thérapie qui reste efficace, qu'importe le statut mutationnel de l'osimertinib, que ça soit après un traitement en première ligne, l'osimertinib dans ce cas-là, et même sur des mutations rares. Et nous, cette solution, on l'a trouvée donc dans une protéine qui s'appelle la sortiline. Nous avons démontré que son expression est associée à un bon pronostic, c'est-à-dire que lorsque les patients présentaient beaucoup de sortiline, ils avaient une survie qui était meilleure que leurs homologues qui présentaient une expression qui est plus faible. Et en fait, tout le travail de ces dernières années a montré que la sortiline était en fait coupée en plusieurs fragments peptidiques, en plusieurs petits fragments, et que le dernier fragment généré avait une capacité antitumorale forte en ciblant justement les GFR, mais en le ciblant de manière totalement inédite par rapport à ce qui se fait actuellement sur les thérapies. Ce qui se fait actuellement sur les thérapies, que ce soit les anticorps monoclonaux, les dégradeurs, donc les PROTAC, ou ces fameuses thérapies ciblées, ce qu'on appelle les tyrosine kinase inhibiteurs, ils ciblent le GFR au niveau de la membrane plasmique. Ils le ciblent et en fait inhibent, bloquent sa capacité à activer des voies de signalisation qui conduisent à la survie de la cellule. Sauf que le GFR a une capacité de se transloquer dans le compartiment nucléaire de la cellule, donc il bouge dans le noyau des cellules, pour activer certains gènes spécifiques qui conduisent à la progression du cancer. Et le produit que nous avons développé, Yomipep, qui est dérivé de la sortine, a la capacité de bloquer cette fixation de l'EGFR et donc empêcher la progression de la tumeur. C'est le seul traitement actuellement qui a cette capacité à agir au niveau du noyau. Et puisqu'il agit au niveau du noyau avec un mécanisme d'action très inédit, en fait, il est totalement indépendant du statut mutationnel de l'EGFR, ce qui en fait réellement une force au regard du paysage dont je vous ai parlé tout à l'heure. En termes de données, on a accumulé tout un pack de données, que ce soit in vitro, donc des cellules au fond d'une flasque, sur différents mutants EGFR pour montrer qu'il est efficace pour réduire la prolifération de ces cellules, entraîner la mort cellulaire, diminuer leur survie. Logique.
On a également montré des premières données préliminaires d'efficacité sur des modèles résistants au traitement. Et au bout de 2 semaines, 2-3 semaines, on a une diminution de près de 50% de la progression des tumeurs à l'issue d'un traitement, associé à un bon profil de toxicité, c'est-à-dire que les souris présentaient un état général qui était impeccable et qui ne montrait pas de critères de toxicité importants. On a testé une quarantaine de marqueurs. Maintenant, on est concentré sur augmenter la pharmacocinétique, donc c'est-à-dire la distribution dans le sang de notre composé pour en maximiser la réponse. Actuellement, je vous ai dit que c'est un marché important. La GFR est une cible qu'on retrouve beaucoup dans le cancer du poumon, donc logiquement, nous ne sommes pas les seuls sur ce volet-là. On peut trier ce qui se passe sur ce volet-là en fonction de la nature thérapeutique des différents composants. On a ces fameuses thérapies ciblées, on a les anticorps et on a des drogues qui sont assez récentes depuis quelques années qui s'appellent les ADC, les Antibody Drug Conjugates. Et si on prend individuellement les 3 grands marqueurs du monde de la pharma, c'est-à-dire comment on le produit, est-ce que c'est bien toléré par le patient et est-ce que c'est efficace, on s'aperçoit que on a quand même notre carte à jouer dans ce paysage concurrentiel. Parce qu'on a un peptide, notre formulation est rapide et peu onéreuse, ce qui n'est pas le cas des anticorps. Parce que c'est un peptide qui provient d'une protéine que tout le monde a dans le corps, elle est aussi peu toxique, en raison de ce mécanisme d'action très inédit. La toxicité a un point très important quand on parle des anti-EGFR. Je vous parle par exemple, pour faire un petit zoom sur les anticorps. Les anticorps bispécifiques, il y a trois quarts des patients qui présentent des grades 3, donc les grades les plus avancés d'effets secondaires après un traitement avec un cocktail d'anticorps bispécifiques. Donc c'est vraiment un sujet. Est-ce que c'est une efficacité plus importante de 2-3 mois, mais pour avoir une toxicité associée importante? Voilà. C'est un sujet notamment avec les cliniciens et les patients. Et aussi, surtout, ce gros avantage de pouvoir être efficace, qu'importe le statut mutationnel, qui pour le moment n'est pas le cas des thérapies ciblées actuellement sur le marché. Tous ces résultats scientifiques ont été évidemment bloqués. On a une stratégie de propriété intellectuelle. On travaille avec un cabinet de propriété intellectuelle qui s'appelle ICOSA, qui est spécialisé dans les biotech. On a un premier brevet qui a été déposé en 2019 et qui couvre l'utilisation de ce produit dans un contexte oncogénique. Dès la création de la société, on a négocié une licence exclusive pour pouvoir nous protéger sur sa commercialisation. Et le but est en fait de pouvoir avoir une grappe de raisins de brevet pour avoir une stratégie dynamique qui permettra de augmenter notre protection au fur et à mesure de notre développement. C'est-à-dire que là, par exemple, on a réalisé une étude de brevetabilité pour un deuxième brevet qu'on devrait déposer d'ici la fin de l'année et qui couvre les optimisations que nous avons faites sur ce brevet-là. Ensuite, quand on arrivera dans le volet des indications, on pourra également déposer des brevets en fonction des indications qui nous intéressent spécifiquement. On a également fait une étude de liberté d'exploitation avec ICOSA qui a révélé aucun red flag sur ce domaine. Donc, notre stratégie de propriété intellectuelle est ficelée et on a une fonction support de qualité pour nous épauler dans cette démarche. Un point sur l'équipe, on s'est tous déjà présentés, donc je ne vais pas revenir sur nous. Donc, j'en suis la présidente de Yomi Pharma. Sébastien est le directeur des opérations. Lucas a été recruté en novembre 2024 et il travaille sur de la R&D en interne. Et en fait, on a backé toute notre jeune équipe avec un conseil médical et scientifique fort, avec des personnalités importantes qui recouvrent les pans d'un développement pharmaceutique. Que ça soit au niveau clinique, on peut notamment compter sur Nicolas Girard, qui est un leader d'opinion dans le domaine du cancer du poumon et notamment EGFR muté, qui est directeur de du service de pneumo-oncologie de l'Institut Curie. On peut également citer Philippe Carvoyant, qui est un professeur à Sorbonne, qui a de multiples collaborations avec les pharma et qui est appelé le Monsieur Peptide en France. Ça tombe bien, c'est notre nature thérapeutique. Je vais également citer Renaud Vaillant, qui est aussi un des cofondateurs de Yomi, qui a une expérience large dans le développement des sociétés, notamment dans le domaine de l'oncologie. Il a levé plus de 200 millions dans sa carrière et un carnet d'adresses, une expérience qui nous est chère dans le développement de Yomi. On externalise aussi des fonctions support pour pouvoir faire les choses de manière plus agile, notamment sur le volet juridique, la propriété intellectuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi sur le volet réglementaire. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on a décidé dès le début de Yomi de pouvoir être inclus dans des réseaux de qualité à notre échelle nationale. C'est pour ça qu'on a été labellisé par le PSCC, qui est le Paris Saclay Cancer Cluster,
qui est le plus gros hub de l'oncologie en France et qui est en passe de le devenir au niveau européen, qui nous apporte toute leur expertise et leurs contacts avec des centres de référence, mais également des réseaux comme France Biotech. Et là, je vais laisser maintenant la parole à Lucas pour vous parler rapidement de son travail au quotidien et en quoi étudier ce mécanisme d'action a une importance qui est absolument cruciale dans notre domaine, que ça soit maintenant pour comprendre le produit ou dans une optique de diversification de ce produit ou de d'autres produits issus de la sortie ligne. Merci beaucoup Camille. Donc moi j'ai rejoint Yomi Pharma, comme l'a dit Camille, il y a presque un an maintenant. Et donc j'ai rejoint Yomi Pharma puisque j'ai eu des expériences passées qui touchaient aux mêmes aires thérapeutiques. Par exemple, j'ai travaillé pendant un an chez Sanofi pour développer un ADC, donc un anticorps conjugué, qui visait à soigner le cancer du poumon. Et j'ai travaillé, en plus de ça, 6 mois au Japon sur un anticorps conjugué aussi qui touchait un récepteur proche de celui de l'EGFR, qui est appelé le récepteur HER2. Et donc, j'ai voulu rejoindre Yomi parce que les résultats que j'avais eus par ces précédentes expériences m'avaient un petit peu déçu puisque je travaillais sur des molécules qui étaient in fine très toxiques. Et en sachant toutes les problématiques qu'il y a avec les patients, c'est-à-dire le manque de solutions concrètes de traitement, la solution que proposait Yomi, c'est-à-dire avoir un peptide innovant et capable d'aller soigner une population qui le demande, ça m'a tout de suite touché et ça a attisé ma curiosité. Donc mon travail chez Yomi Pharma, c'est de définir en fait le mode d'action et l'étudier de notre peptide sur la tumorigénicité, donc c'est-à-dire les mécanismes qui mènent au cancer, dans le cadre du cancer du poumon. Donc pour faire simple, mon travail se résume à partir d'un point A, c'est-à-dire le peptide, et trouver le chemin, les tenants et aboutissants et les acteurs qui m'amènent à mon point B, c'est-à-dire la régression tumorale et un bon pronostic pour les patients. Et donc, pour cela, comprendre tous les acteurs et les routes impliquées à partir du moment où on traite avec le peptide jusqu'à sa translocation dans le noyau, comme Camille vous a présenté tout à l'heure, pour atteindre ces cibles, est un élément absolument essentiel pour déterminer à la fois la toxicité et aussi, encore une fois, comme l'a dit Camille, les potentiels partenaires thérapeutiques. C'est-à-dire, par exemple, si au cours de ma thèse, il s'avère que je trouve que le peptide passe par un chemin qui emprunte aussi une voie qui est partagée avec un autre médicament. On va peut-être pas mettre ce médicament avec le Yomipep. En revanche, ce serait surprenant puisque le mécanisme d'action du peptide est inédit. Donc nous, ce qui nous arrangerait plutôt, ce serait de vérifier que notre peptide peut marcher sur d'autres cibles. Par exemple, Camille vous a parlé de l'EGFR, qui est la cible principale pour le moment de notre peptide, mais il existe aussi des récepteurs qui sont assez ressemblants, comme par exemple HER2. Et donc, mon travail, c'est d'élucider encore une fois, quels acteurs et quelle route prend en fait notre candidat médicament pour atteindre son but. Et effectivement, je fais ça aussi dans une démarche de délivrer le peptide pour des patients, puisqu'on parle quand même de soigner des gens qui sont sans solution thérapeutique après un certain temps. Et encore une fois, je pense que rejoindre Yomi Pharma m'aide aussi de voir l'environnement startup, c'est-à-dire que je me sens pleinement impliqué dans le développement d'un médicament from scratch, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres entreprises. Et donc, ça me plaît beaucoup de pouvoir vraiment prendre ce début, en fait, vraiment le début des choses, donc c'est-à-dire déterminer point par point comment marche notre technologie afin d'en tirer le meilleur et tout ça pour le bénéfice des patients, bien entendu. Et je vous remercie. Super, merci Lucas. Du coup, je vais reprendre le micro pour vous parler un petit peu de marché. Donc, vous avez compris par rapport à ce que disait Camille, on est sur un marché qui est très actif, qui est très dynamique. Le marché global des molécules anti-EGFR, il est évalué à 15 milliards à peu près, en très forte croissance.
Il devrait atteindre 31 milliards en 2030. C'est des chiffres qui sont colossaux. Et juste pour recentrer par rapport à l'osimertinib, dont Camille vous a parlé tout à l'heure, qui est donc le gold standard aujourd'hui, qui est commercialisé par AstraZeneca. L'année dernière, à lui seul, il a fait 6,6 milliards. Donc c'est vraiment un chiffre colossal en très forte progression qui montre un petit peu l'appétence que les pharmas ont pour ce type de molécules. En ce qui concerne le marché adressable de Yomi-PEP, donc vous l'avez compris, on s'intéresse principalement donc à ce cancer du poumon EGFR muté, et à l'intérieur de ce type de cancer, on a des EGFR mutés avec des mutations communes pour lesquelles il y a des traitements, et des EGFR mutés avec des mutations rares pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de traitement, si ce n'est des chimiothérapies non spécifiques. Donc on va adresser ces deux types de segments. Pour la partie mutation commune, ça sera surtout des patients qui seront en fin de thérapie, donc après avoir récidivé et développé une résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase, donc le type osimertinib. Et pour la partie mutation rare, ben là, pour le coup, ça pourrait être la première thérapie ciblée à destination de ces patients qui aujourd'hui, je le répète, n'ont rien. Pris ensemble, ça représente un marché qui est estimé à 4,5 milliards. Et là, on ne vous parle que de la population caucasienne. Donc, en gros, on a fait ces calculs sur les 4 pays les plus peuplés d'Europe, l'Angleterre, le Canada et les USA. Il ne faut pas oublier que derrière ce marché-là, il y a le marché asiatique qui est en forte progression, où là, c'est un patient sur deux qui sont atteints de cancer du poumon qui vont avoir ce type de mutation. Donc le marché est colossal en Asie. Notre business model est assez classique pour une société de biotech. En fait, on va avancer le développement de ce médicament, Yomi-PEP, et à chaque grand jalon scientifique, eh bien, on va pouvoir apporter de la valeur à la société. Et notre objectif n'est pas réellement de mettre sur le marché ce médicament. Yomi Pharma n'aura pas les reins assez solides et les finances assez solides pour le faire, mais plutôt de transférer cette molécule à un industriel de la pharma une fois qu'on l'aura suffisamment dérisquée. Donc, il faut imaginer que les industriels de la pharma attendent un certain nombre de preuves, notamment en termes de toxicité. Il faut absolument faire un focus particulier sur cette toxicité et d'efficacité. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse poursuivre ce développement. Notre idée, c'est d'aller, une fois qu'on aura testé chez l'homme et qu'on aura des premiers résultats cliniques chez l'homme, eh bien de pouvoir aller faire un partenariat avec un industriel de la pharma type AstraZeneca ou autre. En fait, il faut imaginer qu'ils sont tous sur ce marché du cancer du poumon. Vous l'avez compris, c'est un marché qui est extrêmement lucratif, où il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu, et donc les pharmas sont très sensibles à ça. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les deals qui ont été faits récemment, eh bien, les AstraZeneca, encore une fois, est très présent. Il a fait 2 deals en 2024. Il y a des très gros deals également qui ont été faits en 2025, mais dont les montants n'ont pas forcément été communiqués. Enfin voilà, il y a une forte traction commerciale pour ce genre de molécules. Lucas l'a un petit peu dit également, on s'intéresse principalement au cancer du poumon parce que c'est là où on a notre cible, le GFR, qui est la plus fréquemment mutée. Il y a d'autres types de cancers dans lesquels on va retrouver des EGFR mutés, comme le glioblastome, ou bien surexprimés, comme le cancer colorectal, la tête et le cou, etc. Et puis, on peut également imaginer des molécules différentes de Yomi-PEP qui vont aller intéresser d'autres types de cancers. Ou encore, un autre débouché possible, c'est des molécules qui seraient issues de la sortilline et actives sur des maladies métaboliques ou neurologiques. Il y a pas mal de travaux qui sont dans cette optique-là, et on sait que la sortilline a ce rôle sur ce type de pathologie. Donc, on pourrait aussi explorer ces pistes-là. Mais ça sera des pistes que l'on va développer au fur et à mesure du temps, en se focalisant principalement sur cette première indication qui est le cancer du poumon EGFR muté. En termes de développement, notre objectif est d'atteindre les phases cliniques en 2028, donc d'ici 36 mois. Il faut imaginer que là aussi, ces roadmaps de développement des biotech sont des choses qui sont extrêmement
figé réglementairement. C'est une série de go-no-go qu'il faut passer. Donc, avec aujourd'hui un focus sur le renforcement de notre pack de données précliniques, montrer que notre peptide est efficace, qu'on est capable de le formuler et que on l'amène jusqu'à une phase un peu particulière qui est la phase de toxicité réglementaire, qui est le préalable finalement à pouvoir faire les tests chez les essais cliniques. Aller faire des tests chez les patients, donc les essais cliniques. Pour financer ce développement, eh bien, on a besoin de lever des fonds. Donc aujourd'hui, on est sur un tour d'amorçage, de seed. C'est un tour qui va notamment permettre de renforcer ce pack de data, qui va également nous permettre de déposer le deuxième brevet dont a parlé Camille et de renforcer l'équipe, notamment en termes de structuration R&D. Donc il y a une répartition qui est présentée ici. Hein, nos besoins sont à peu près de 1,5 million pour les 15 prochains mois. Ce premier tour sera complété par un deuxième tour beaucoup plus important qui devra financer la fin des essais cliniques, la phase réglementaire, donc toxicité réglementaire, et atteindre les essais cliniques donc en 2028. Un petit point sur là où on en est aujourd'hui. Donc, Yomi a été financé au travers de fonds non dilutifs jusqu'à présent, donc pour un montant global de 430 000 euros. Et aujourd'hui, donc, on est dans cette étape de levée de fonds. Vous l'avez vu, l'étape de crowdfunding a plutôt été très bien suivie. Aujourd'hui, on a levé 650 000 euros sur la plateforme Capital Cell en regroupant 200 investisseurs. Donc, c'est 140% de notre objectif initial qui était de 465 000 euros, auquel on peut accoler un socle de business angels qui ont cru au projet de manière très tôt. Et ces fonds seront complétés par un dispositif de BPI France qui s'appelle des obligations convertibles French Tech Seed, qui sont directement dépendants de la levée qu'on fera, ainsi que des fonds non dilutifs qui viendront également compléter cette levée. Grâce à la période de sursouscription dans laquelle on est, eh bien on a aujourd'hui un horizon de trésorerie qu'on estime à 18 mois, donc ce qui est vraiment très bien pour pouvoir mener les expériences dont on a besoin et développer notre molécule. En termes de retour sur investissement, on estime faire ce deal avec les industriels de la pharma aux alentours de 2030, avec un retour sur investissement qui pourrait aller jusqu'à 21 fois, qui est à peu près ce qu'on a vu sur des deals similaires, avec des molécules similaires pour les industriels de la pharma dans les deals récents. Aujourd'hui, on est une communauté de 224. Vous êtes une communauté de 224 investisseurs à nous avoir suivis. C'est les chiffres de tout à l'heure que j'ai pris. Donc, c'est vraiment formidable. Il nous reste 15 jours de campagne pour bien convaincre les gens autour de vous de nous rejoindre et de faire que cette aventure Yomi soit la plus ambitieuse possible. Voilà. Donc, je compte sur vous pour nous aider à convaincre et à passer le message. Voilà, j'en termine simplement pour un petit peu le panorama des gens qui nous soutiennent, notamment BPI France, l'Université, Limoges Métropole, la région Nouvelle-Aquitaine, etc. Je ne vais pas tous les citer. Et puis, un petit take-home message voilà, sur les grands chiffres de Yomi. Je vous remercie. Puis maintenant, on attend vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation bien complète là, de toute l'équipe. De but en blanc, en fait, on a donc Jean-Yves qui a posé une question très tôt, qui est particulièrement précise sur
par rapport au développement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle des fast follower compounds j'allais dire, dans le tuyau, justement derrière le lead? Alors, je pense que au travers de l'activité, de ce sur quoi travaille Lucas, je pense qu'il y a peut-être des choses, mais peut-être que vous pouvez nous répondre un peu plus précisément à ça. Ouais, bien sûr. Bah là, actuellement, on a un lead on est en train d'accumuler un pack de données sur ce lead-là et on est dans une étape absolument cruciale qui est d'optimiser ce lead et notamment sa pharmacocinétique, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On a un peptide, on a un fort enjeu d'avoir une bonne pharmacocinétique pour qu'il y ait une bonne biodistribution. Et en fait, les fast leads sont en fait les différents peptides post-optimisation qu'on va pouvoir pousser. Donc en réalité, on va en choisir un, on va le pousser, on va continuer quand même à travailler sur les autres qui pourraient être des plans B. On a notamment initié plusieurs collaborations, notamment dans le domaine du privé, avec des startups pour couvrir différentes optimisations possibles. Donc en fait, les fast leads seront ces différents volets d'optimisation et on veut vraiment se concentrer sur cette indication et ce peptide particulier avant de courir d'autres, entre guillemets, d'autres chevaux. Mais comme l'a très bien dit Sébastien, le but est aussi de pouvoir diversifier ce lead dans d'autres indications et surtout ensuite de pouvoir créer d'autres leads issus de la sortie. Donc, dans les placards du laboratoire, on a différentes pistes qu'on va pouvoir creuser, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Ok. Mais justement, on parle de. Est-ce qu'on pourrait revenir juste un tout petit peu sur la partie, sur le mode d'administration, sa simplicité, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces aspects-là qui sont un peu plus cliniques et bien réexpliquer un peu le mode d'administration, tout simplement. Mm. Ouais, bien sûr, c'est une question absolument cruciale dans le développement d'un médicament et notamment d'un peptide. Au regard de cette nature thérapeutique, on doit, même on ne peut pas utiliser des voies d'administration par voie orale comme les thérapies ciblées, parce que les peptides se dégradent vite, se métabolisent vite. Mhm. Donc c'est vraiment un enjeu de pouvoir le développer et qu'il tienne, entre guillemets, le plus longtemps possible dans le patient pour pouvoir atteindre sa cible. Historiquement, les peptides étaient boudés par la pharma justement en raison de ce défaut-là. Mais on voit depuis quelques années que maintenant on a des technologies qui sont capables de augmenter sa stabilité, donc augmenter sa présence dans le sang. On le voit bien avec les analogues GLP-1, donc l'Ozempic, où tout le monde en parle, ces fameux médicaments qui font perdre beaucoup de poids en pas très longtemps. En fait, c'est des peptides. Et ces peptides sont injectés une fois par semaine. Mais en fait, ils sont injectés. Et c'est là important. Donc, nous, notre voie d'administration, c'est une voie d'administration en injection sous-cutanée, ce qui permet deux avantages. Le premier, c'est qu'on montre que les technologies, on est capable maintenant de réaliser des formulations qui vont dans ce sens-là. Et aussi pour ce qu'on appelle la compliance patient. Si on travaille sur une bonne administration qui oblige le patient à revenir à l'hôpital de manière régulière pour prendre son traitement, c'est le cas des administrations intraveineuses, ça sera pas une bonne chose pour sa qualité de vie et pour aussi économiquement pour la société et les soins. Donc nous, on a choisi très rapidement de basculer sur la voie d'administration sous-cutanée en discussion avec des patients, en discussion avec des cliniciens, Nicolas Girard que j'ai cité tout à l'heure, vous a dit que c'était Mhm. la voie privilégiée. Donc, en fait, tout notre développement est maintenant axé sur cette bonne administration. D'où ces fast leads. C'est d'arriver à avoir la meilleure formulation dans cette optique-là. Ok. Bah, pour le coup, tout à l'heure, en introduction, tu parlais de Nicolas Girard, tu parlais aussi de Monsieur Peptide, Mhm. euh, qui est à l'Université de Sorbonne. Ouais. L'appropriation aujourd'hui par la communauté médicale de la solution, donc j'imagine que quand Nicolas Girard parle du projet, un certain nombre de personnes l'écoutent, mais où est-ce que vous en êtes? Vous avez déjà un réseau au niveau des équipes médicales? Mhm. Quel est votre avancement, votre avancée là-dessus? On est en train de se construire un réseau d'un point de vue médical. Alors, deux choses. La première étude de marché qu'on a réalisée avec Inextenso, l'étude dont Sébastien a montré les résultats, durant cette étude, ils ont Mhm. interrogé plusieurs cliniciens, leaders d'opinion en France, dans différents centres de référence, que ce soit à Toulouse, Nice, Paris ou Lyon. Tous ont eu la même conclusion, c'est-à-dire la nécessité de développer une thérapie qui soit bien tolérée par les patients et qui soit efficace sur un panel de mutations large. Donc il y a une très bonne acceptation de la communauté des cliniciens, même ceux qui sont complètement indépendants de nous. C'est-à-dire moi, je les ai toujours pas Mhm. rencontrés, ces personnes-là. Mais du coup, on a besoin de se construire tout un réseau, au-delà de Nicolas qui est notre porte-étendard et qui nous conseille
brillamment sur le développement de notre technologie, on a besoin aussi d'aller voir d'autres cliniciens, que ce soit pour les futurs essais cliniques ou même dans un brainstorming de développement. Et pour ça, on s'appuie sur le PSCC, donc le Paris-Saclay Cancer Cluster dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui en fait est adossé à Gustave Roussy, qui est un des centres références en oncologie, et qui nous permet de rencontrer des cliniciens et aussi des gens du domaine de la pharma pour pouvoir confronter notre développement à la réalité du terrain et à la réalité économique des pharma. Et tous les échanges qu'on a eus on est labellisé depuis décembre 2024, donc vont dans ce même sens de l'utilité de ce type de médicaments dans l'arsenal thérapeutique actuel et de la possibilité de se faire une place dans cet environnement concurrentiel. Oui, peut-être juste, pour le rappeler, mais, en fait, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, les patients, ils continuent de mourir. Ils ont des traitements qui Mmh. marchent, mais à la fin, ces patients, vont récidiver. La maladie va récidiver et ils vont acquérir cette résistance. Si le marché est aussi dynamique, c'est aussi parce que beaucoup de gens essayent de mettre des efforts pour essayer de contrecarrer, cette résistance et Yomipep a cette faculté d'agir là où les autres n'agissent pas. Donc on a un vrai coup à jouer sur ce sujet-là pour intéresser des pharmas qui voudraient soit compléter leur arsenal thérapeutique, soit le remplacer, le cas échéant, en fonction de leur molécule. Et ce mécanisme d'action, il est vraiment fondamental et c'est aussi pour ça que le travail de Lucas est très important. Il nous donne des billes pour pouvoir justifier de cet avantage concurrentiel de Yomipep par rapport aux autres types de molécules qui existent sur le marché. Ouais. Puis, si je Ok. peux rebondir sur ce que tu dis, Seb, également, une petite précision, c'est que systématiquement, on voit apparaître surtout des molécules, des chimiques. C'est des chimiques systématiquement qui arrivent sur le marché et avec des tolérances chez les patients qui sont difficiles, qui conduisent donc du coup à une dégradation de la qualité de vie. À l'inverse, le peptide qui est proposé par Yomi Pharma et la sortiline, c'est un peptide qui est naturel, qui existe donc du coup dans nos cellules et qui par conséquent ne possède pas d'immunogénicité et donc du coup de réponse par le corps. Donc c'est une solution aussi qui contourne en fait le- 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 les problèmes rencontrés pour les qualités de vie induites par les chimiques. Voilà, ça c'est un point qui est vraiment non négligeable sur la technologie Yomi Pharma avec le peptide. Mhm. Du coup, moi, en tant qu'investisseur un peu aguerri sur la vie des biotech et les molécules qui sont un peu justement dans ces phases de développement, aujourd'hui, le fait que c'est de la storytelling donne plutôt de bonnes raisons de croire en la faible toxicité du produit. Aujourd'hui, quel risque vous identifiez, vous, en termes de justement parce qu'il y aura forcément des contraintes à un moment ou à un autre. Où est-ce que vous pensez pourraient venir les limitations justement par rapport au projet? Où est-ce que vous portez votre attention pour pouvoir être sûr de bien répondre? Tu veux la prendre, Seb, ou je la prends? Ouais, bah, je peux. Camille l'a dit tout à l'heure, en fait, notre plus gros point de vigilance sur le fonctionnement du peptide, c'est sa pharmacocinétique et Ouais. sa biodistribution. Là, il y a un gros enjeu sur lequel on est focalisé pour essayer de faire en sorte que cette molécule soit la plus stable possible et qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. C'est vraiment un enjeu fort. On doit le faire dans le cadre de ce développement pour une injection en voie sous-cutanée. Et il faut absolument qu'on rassure aussi, nos futurs partenaires sur la capacité du peptide à être suffisamment stable, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Camille le rappelait, les peptides ont longtemps été boudés. Aujourd'hui, ils ont plutôt enfin, ils sont plutôt portés par un vent positif. Il y a des technologies qui ont évolué et qui permettent d'atteindre ces objectifs beaucoup plus facilement. Mm. Ok. Il y a vraiment un enjeu sur la développabilité. Le risque est là et comment on arrive à contrer ce risque-là, c'est en s'entourant. Là, du coup, on l'a dit, on a plusieurs recrutements qui vont être mis en place au moment de la levée. Et c'est hyper important pour nous de pouvoir recruter quelqu'un, ou que ce soit en interne ou en fonction support, qui ait cette expertise de CMC,
qui va nous permettre de pouvoir développer selon les critères qu'on aura définis dans notre TPP pour arriver en clinique de manière la plus sereine qui soit et de pouvoir convaincre ensuite les pharma du potentiel de notre molécule. Ok. En parlant RH, donc du coup, il y a cette partie justement CMC. Est-ce il y avait d'autres, peut-être juste revenir un petit peu sur les autres recrutements éventuels ou vous restez en équipe plutôt. Le but euh, n'est pas de devenir une équipe de football américain. oui. Clairement, c'est pas le but. Le but est de rester le plus agile possible pour pouvoir répondre à nos besoins au moment où ils arrivent. Mais on a quand même besoin de monter sur certaines compétences. Donc la CMC en est évidemment une. On a aussi besoin, on a la chance d'être une start-up, donc Limoges. À Limoges, il y a de l'espace. Donc, contrairement à certaines biotech parisiennes, nous, on peut faire de la R&D en interne, ce qui est hyper important. Là, actuellement, on est tous les quatre dispatchés dans nos locaux. Et en fait, on a besoin de recruter une personne notamment pour pouvoir gérer l'aspect non clinique, donc préclinique, au laboratoire pour pouvoir non seulement tester d'autres leads, on a eu cette question tout à l'heure, donc débroussailler ça avant de pouvoir ensuite le basculer sur de la sous-traitance pour pouvoir objectiver les résultats. Donc ça, c'est la CMC et des mains supplémentaires en R&D interne pour débroussailler et pour faire tout ce qu'il est possible de faire en interne avant de basculer sur une autre dimension. C'est deux points cruciaux pour nous. Ok. Peut-être là aussi en complément, vous vous souvenez, pour nous, notre objectif, c'est d'apporter le maximum de données pour rassurer les futurs partenaires industriels. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse montrer l'efficacité sur tous les mutants possibles de l'EGFR pour montrer que notre molécule, elle est efficace sur différents types de modèles, qu'elle va fonctionner à l'issue de l'acquisition de résistance après tel ou tel composé, etc. Donc on a quand même un certain nombre de travaux à faire sur ce sujet, la création de modèles également, qui permettra de le démontrer, etc. Ok. Très bien. Peut-être juste pour conclure, revenir un tout petit peu sur les objectifs d'exit pour chacun puisse partir en réfléchissant un tout petit peu à l'opportunité d'investissement. Revenir un peu sur Sébastien, je crois que c'est plutôt Sébastien, justement sur l'objectif d'exit, des transactions similaires. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait AstraZeneca qui était quand même très très actif sur ces sujets. Pour le plaisir, nous en mettre une deuxième petite couche peut-être. Ouais, pourquoi AstraZeneca est très actif? En fait, son osimertinib a une exclusivité d'utilisation jusqu'en 2032. Son brevet tombe en 2032. Donc, aujourd'hui, il est dans une phase où il cherche des composés pour remplacer et ou compléter son arsenal thérapeutique. Et puis, c'est quand même lui qui commercialise aujourd'hui le gold standard en thérapie ciblée pour traiter les patients atteints de cancer du poumon EGFR muté. Donc, il est très visible sur ce sujet, on voit qu'il est très actif. Mais en fait, ils sont tous très actifs, c'est-à-dire que tous les majors de la pharma ont des molécules qui vont cibler le GFR pour essayer d'avoir une part de gâteau. Alors, ils ne sont pas tous avancés de la même manière. Il y en a qui développent, qui commercialisent des composés qui sont plus anciens, mais qui sont toujours utilisés. Euh, je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, ces molécules, elles ciblent des mutations particulières. Et une fois qu'on met une pression de sélection sur ces mutations, en fait, les cellules cancéreuses vont développer une nouvelle mutation pour laquelle il va falloir aller créer une nouvelle molécule thérapeutique pour aller lutter contre. Et on est dans une espèce de cercle vicieux comme ça. Donc aujourd'hui, des inhibiteurs de tyrosine kinase, on est en train de tester la 4e génération en 20 ans. Et toutes les pharmas aujourd'hui essayent de contourner cette résistance, ce qui est le problème, l'obstacle majeur à la guérison des patients. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ces pharmas aujourd'hui devraient voir d'un bon œil l'arrivée d'une molécule qui n'est pas sensible à l'apparition de nouvelles mutations, qui agit à un endroit complètement différent de ceux qu'ils connaissent aujourd'hui et qui présente un taux de toxicité relativement limité au moment des traitements. Donc voilà, encore une fois, je crois sincèrement qu'on a un coup à jouer sur ces questions. Et en termes d'exit sur le timing,
Là aussi, le schéma classique que l'on peut voir, c'est d'arriver à faire ce partenariat industriel avec des données cliniques, donc des premiers essais chez l'homme. Lorsqu'on regarde l'attraction un petit peu des deals qui ont été faits sur des molécules anti-EGFR, ben on voit qu'en fait, beaucoup de ces deals-là sont faits beaucoup plus précocement, dès la fin des étapes précliniques, ce qui permet à la pharma d'acheter les molécules ou les sociétés moins chères, euh, pour ensuite prendre en charge les développements les plus tardifs. Donc, nous, notre objectif, c'est effectivement, on tape sur un horizon de 2030 pour avoir des données cliniques, mais par contre, l'idée, c'est aussi de pouvoir aller s'adresser à ces pharmas plus tôt que ça, de manière à pouvoir les intéresser à nos résultats et à ensuite voir les opportunités qui peuvent en sortir. Ok. Aujourd'hui, alors c'est peut-être un peu prématuré, mais vous avez déjà commencé, vous avez quelques touches ou pas du tout? Enfin, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais Non, alors là aussi, en fait, on s'appuie sur, ce réseau-là, le Paris-Saclay Cancer Cluster, ouais. dont, plusieurs pharmas sont fondateurs, de ce hub, de l'oncologie et donc, par leur biais, on a effectivement déjà rencontré plusieurs pharmas, pour leur présenter, le concept de la molécule. On n'est pas encore rentré dans des détails, trop importants, mais, Ouais. voilà, on a reçu des premières marques d'intérêt. Mais de toute façon, on a besoin de ces résultats, les résultats qui seront générés dans les prochains mois grâce à la levée de fonds qu'on fait, pour pouvoir aller, avec quelque chose de consistant, les convaincre que, Yomi a une molécule qui peut les intéresser dans l'avenir. Super. Mais c'est Voilà. hyper important du coup pour nous de pouvoir générer ces discussions très en amont. Sébastien l'a dit, le PSCC est une chance pour ça. On peut pas se pointer dans 4 ans en disant Eh oh, on existe. Le but est de construire une relation de confiance avec eux et ça se fait maintenant et c'est ce qu'on essaye de construire petit à petit avec l'accumulation de nos données jusqu'au moment où ça sera le bon moment de faire un deal avec tous nos investisseurs pour une belle sortie. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je vois on a plus de questions. Merci à toute l'équipe. Donc pour information, donc la campagne est ouverte, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la fin du mois sur la plateforme Capital Cell. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Soit vous avez pour entrer en contact direct avec l'équipe, soit vous pouvez me poser des questions à julien@capitalcell.net et je me ferai un plaisir de vous mettre en contact avec l'équipe pour avoir réponse à vos questions. Le mot de la fin, peut-être Sébastien, Camille, une petite conclusion pour clôturer ce webinaire. On voulait sincèrement remercier tout le monde. On l'a déjà répété, mais il y a plus de 200 personnes qui nous ont suivis, qui croient en projet, qui croient en nous. Donc c'est une chance, mais c'est aussi une responsabilité. Donc là, on a encore 2 semaines pour pouvoir regrouper encore plus de personnes et pour pouvoir aller au bout de notre ambition, qui est fondée sur des résultats scientifiques de renom, très bien publiés. On l'a pas précisé, mais publiés dans des grands journaux scientifiques et qui finalement nous permettra de développer cette thérapie dans un pas de temps qui est dans les 5 ans. Super. Voilà. Eh ben, N'hésitez écoutez, pas à communiquer sur le projet et à faire grossir la communauté. ouais. J'ai Cyril qui dit des webinaires régulièrement pour nous tenir informés. Donc, pour information, une fois que l'investissement est réalisé dans l'entreprise, il y a donc de manière trimestrielle, si je dis pas de bêtises, une update qui est faite par l'équipe et qui est envoyée systématiquement à l'ensemble des investisseurs Capital Cell, où est-ce qu'on en est, les différents milestones et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si ce sera probablement pas sous la forme de webinaire, mais il y aura toujours en tout cas un lien et un suivi de l'investissement dans le temps. Et après, s'il y a toutefois des questions particulières, c'est pareil, Capital Cell se fera mettre un point d'honneur à faire remonter les questions à l'équipe dirigeante sans aucun problème. Voilà, je vous remercie tous pour cette participation et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à Bonne soirée. bientôt. Au Merci à revoir. tous, bonne Merci, soirée. au revoir. Au revoir, bonne soirée.